Bonjour à tous et bienvenue dans Spoddy Talks. Les athlètes de haut niveau nous ont beaucoup fait rêver. Le podium, le chrono, le geste parfait, ça nous donne des frissons lorsqu'on les voit performer. Mais quid de la nuit qui précède l'entraînement où tu n'as plus envie, le doute qui s'installe 3 semaines avant la compétition? Et oui, parce que c'est là que tout se joue. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête d'un athlète et de ceux qui les accompagnent dans l'ombre. Mon invité, c'est Grégory Boulico, ancien judoka de haut niveau, préparateur mental et coach. Il accompagne les sportifs, des dirigeants, des artistes. Son terrain de jeu, c'est le mental. Et je pense qu'à la fin de cet épisode, vous allez regarder votre propre rapport au mouvement et à vous-même d'une façon un peu différente. Bonjour Grégory et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Grégory Boulico, j'ai 53 ans. Je suis originaire du nord de la France, j'étais athlète de haut niveau, donc en judo dans les années 90, puis toujours dans le cadre du sport, je suis marathonien, j'ai eu la chance de parcourir des marathons, parcourir le monde en courant des marathons. J'ai créé un cabinet après avoir bossé pendant 22 ans en entreprise. J'ai créé un cabinet qui s'appelle GB Consulting, cabinet qui fait de l'accompagnement après avoir fait l'école de coaching d'HEC et puis passer un diplôme universitaire en préparation mentale. Et la particularité du cabinet, c'est qu'on travaille et dans le monde de l'entreprise et dans le monde du sport. Notre semaine est vraiment répartie entre le sport et le monde de l'entreprise. D'accord, très bien. Je rebondis sur le côté où tu fais quelques marathons. Déjà, c'est quoi ton rythme de marathon ? Et justement, parce qu'un marathon, forcément, c'est très dur, c'est très mental, on va dire. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé que le mental était primordial pour ta réussite ou c'est déjà bien avant que tu l'as intégré dans ton process pour réussir tes marathons ? Alors, alors dans l'ordre, j'ai fait 21 marathons. Dont 4 l'année dernière, pardon. Ok. Et puis, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mon premier marathon, c'était en 1996. Et à l'époque, je m'étais préparé avec un sophrologue. On était aux prémices de la prépa mentale, pour le coup. Et j'ai travaillé en sophrologie avec lui pour appréhender le stress, les situations. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur la situation de départ et sur le fait de rester complètement lucide par rapport à la stratégie et à la tactique mis en place. Donc ça remonte effectivement à 96, qui était mon premier marathon de Paris, et puis surtout 6 mois après mon premier marathon de New York. Ouais. Donc c'est vraiment le marathon, moi, qui m'a amené à travailler sur l'aspect mental. D'accord, très bien. 21 marathons, c'est beaucoup. Oui, c'est un certain nombre. Est-ce que tu es suivi par rapport à ces 21 marathons ? Parce que là, 96, ça fait pas mal d'années, ça fait plus de 20 ans déjà. Ouais. Est-ce que tu es suivi ? Est-ce que tu as été suivi pendant tes 20 ans ? Alors, ça fait 20 ans que je suis suivi, notamment sur l'aspect cardiaque, parce que dans la famille, on a eu un petit souci cardiaque qui a pas mal terminé, mais en tout cas, on va dire qu'on a des prédispositions qui sont pas au top sur le sujet. Et donc, oui, je fais systématiquement un test d'effort quand je prépare un marathon, et j'ai fait un faux départ début mars, puisque j'ai eu quelques petits soucis d'artère, et donc avant de courir le marathon de Barcelone, 10 jours avant, on a pris la décision avec le cardiologue de ne pas faire, parce que on a poussé un peu plus les examens, et pour courir un certain nombre de kilomètres par an, oui, je dis toujours aux gens, quand vous poussez un peu l'effort, c'est important d'avoir un suivi derrière et de bien regarder comment les choses peuvent se passer, en fait. Alors ça me fait penser déjà à une chose, c'est que je pense qu'on est souvent dans le moment présent de se dire je dois courir un marathon et on ne voit que le marathon. Alors que pour moi, il n'y a pas uniquement la préparation du marathon qui compte, le fait de pouvoir tenir ces 42 km, il y a tout ce qui est autour. Est-ce que j'ai le cœur qui tient pour tenir ces 42 km ? Est-ce que les conditions sont bonnes ? Donc je pense qu'effectivement, la préparation, elle n'implique pas uniquement la préparation de la course. Je pense qu'il y a, exactement comme tu disais, est-ce que mon corps il est bon, et avoir ce suivi pour me dire j'accepte de pas faire celui-là parce que c'est pas les conditions idéales pour le faire. Oui, il faut être à l'écoute de ses sensations, et pour le coup, c'est vrai qu'avec l'âge et avec l'expérience,
on arrive à aller un peu plus se mettre dans cette posture d'écoute, ce qui est pas toujours le cas quand on court après un record pour l'afficher sur les réseaux, sur Strava, sur je ne sais quelle autre application. On peut pas faire s'entraîner de manière intense sans à un moment donné faire attention à la partie santé qui est aussi déterminante pour pouvoir performer durablement en fait, puisque j'ai pour habitude de dire qu'en préparation mentale on travaille sur la performance durable, et là c'est vraiment ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même en fait. Ok, très bien. Je sais aussi que tu accompagnes des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui te surprend encore aujourd'hui venant des athlètes, et qu'est-ce que le grand public ne voit pas? Parce que, comme tu dis, on voit ce qui est sur les réseaux, on voit ce qui est sur les performances, sur des grandes compétitions, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas justement? Je pense que une des caractéristiques des athlètes de haut niveau, c'est leur capacité à être résilients face aux différentes situations qu'ils peuvent rencontrer, avec des situations extrêmes, pour avoir accompagné un certain nombre d'athlètes blessés également, et qui sont venus finalement mettre un coup d'arrêt ou un coup de stop temporaire à leur carrière. Cette partie-là, elle est vraiment pas simple, et après, dans ce que le grand public ne voit pas, c'est finalement un travail du quotidien. En fait, ce que le public voit, si je reprends la phrase à l'envers, c'est ce qui brille en fait. Mais avant de briller, il y a un travail de fond qui est réalisé au quotidien. Je parlais tout à l'heure de sensations, avec parfois des sensations qui sont pas bonnes, avec des choix personnels qui sont pas simples. Il y a effectivement un certain nombre d'athlètes qui arrivent à mettre en place un double projet sportif et études et ou professionnel, mais c'est pas le cas de tous les athlètes. Et donc il y a des aménagements qui sont possibles, notamment dans des structures comme l'INSEP, mais parfois, en fonction de ce que veut faire l'athlète, c'est pas forcément réalisable. Et donc, il y a des choix lourds qui sont faits. Et quand tout se passe bien, j'ai envie de dire que ça pose pas de problème particulier. En revanche, ça peut parfois mettre des nœuds à la tête quand ça se passe pas forcément bien. Ça, et puis un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui va s'entraîner entre 10 et 12 fois par semaine. Ça veut dire que là, pour le coup, quand on démarre nos accompagnements, on parle beaucoup de la performance, et on précise que dans la performance, il y a effectivement l'aspect mental, mais on va aussi pointer un certain nombre de choses comme le sommeil, comme la nutrition, la récupération, la prise de plaisir et le bien-être. Et ça, ce sont des choses. Alors après, évidemment, il y a la partie physique, la partie technique spécifique au sport, mais ça, ce sont des choses où il faut faire aussi attention, parce que on peut avoir le meilleur mental du monde, si on a une hygiène de vie qui est border. Je parlais de performance durable. Je pense que durablement, c'est après compliqué de pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions. Oui. Ouais, complètement. Je rebondis justement sur le côté plaisir, etc., de ta préparation, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont dire que ce qui est difficile, c'est pas la performance du jour J en elle-même, mais c'est l'entraînement du mardi matin quand personne regarde et que il pleut des cordes, mais qu'on doit quand même s'entraîner. Et ça, justement, comment est-ce que tu les accompagnes? Parce que je sais que toi, t'es plus justement dans ce côté, on prépare l'avant. Donc, comment toi, tu les accompagnes là-dessus pour tenir la distance? Concrètement, raconte-nous une séance avec toi. Alors, c'est vrai qu'on travaille en ciblant des pics de forme, mais en fonction du sport. Parler par exemple, je sais pas, de lutteurs, d'escrimeurs ou de judokas qui vont pointer un championnat de France comme échéance principale. On va travailler effectivement sur le pic de forme mentale à ce moment-là. Même si préalablement il y a quand même quelques étapes de sélection ou de qualification où il faudra quand même être au top également. Une séance. La première chose que fait le préparateur mental, c'est qu'il essaie de comprendre quelle est la demande précise de l'athlète. Moi, j'ai pour habitude de démarrer mes échanges en posant cette question. Tu viens voir un préparateur mental et est-ce que tu peux finir la phrase? Et on a effectivement plein de sujets qui viennent, que ce soit de la gestion des émotions, de la gestion du stress, un travail sur l'activation, ça peut être de la confiance en soi, etc., etc. Et ensuite, avec l'athlète, on va explorer, on va essayer de comprendre bien l'environnement dans lequel il est.
quelqu'un qui va faire du loisir ou quelqu'un qui va faire un marathon pour le plaisir ou quelqu'un qui va essayer de faire top 10 au prochain marathon de Paris. On n'est pas exactement dans la même approche. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à un marathonien que j'accompagne qui court très très vite et quand on s'amuse à comparer les programmes d'entraînement, là on prend évidemment conscience qu'on n'est pas du tout sur le même type d'approche et surtout sur le même type d'effort en fait. Ce qui veut dire que derrière ça déclenche un environnement en termes de récup, en termes de sommeil, en termes de nutrition qui est complètement différent. On va essayer de bien comprendre l'environnement et puis ensuite on va essayer d'explorer avec lui, de trouver des objectifs qui peuvent coller. En tout cas, on va imaginer des hypothèses qu'il faudra qu'il valide dans l'échange qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir avoir avec lui, et ensuite, on va essayer de se fixer des objectifs pour pouvoir derrière mettre des plans d'action et puis derrière mettre des actions concrètes au quotidien pour avancer, sachant que sur les objectifs, on va vraiment faire le distinguo sur 3 types d'objectifs. L'objectif de résultat. Et je vais donner un exemple juste après, l'objectif de performance et l'objectif de process et de tâches. Au quotidien, celui qui va nous intéresser, c'est le process et les tâches. Okay. C'est vraiment ça, c'est l'objectif du quotidien. Je donne souvent cet exemple. Avant les Jeux Olympiques de Paris, j'accompagnais un certain nombre de nageurs. L'objectif de résultat, c'était participer aux Jeux Olympiques. L'objectif de performance, c'était réussir à se qualifier. Le process de qualification, c'était faire premier ou deuxième au championnat de France et une deuxième règle, réaliser les minima olympiques. Et l'objectif de process et de tâches, c'était améliorer mes ondulations, améliorer mon départ, améliorer ma coulée, etc., etc., etc. Et donc, on va, une fois qu'on aura fixé un objectif avec lui, quand il aura validé une hypothèse qu'on aura pu avoir sur une problématique, par exemple, qu'il peut rencontrer, là, l'idée, ça va être ensuite de pouvoir l'aider et l'accompagner jusqu'à l'action concrète pour voir dans le quotidien ce qu'il va être capable ensuite de réaliser, en fait. En fait, la préparation mentale, l'idée, c'est de développer les habiletés mentales de l'athlète par l'apprentissage de techniques. Okay. Et donc, c'est avec le travail de ces techniques et de l'apprentissage de ces techniques que l'athlète va pouvoir être plus performant. Mais préalablement, il y a un vrai travail de découverte pour bien comprendre en fait quel est l'environnement de cet athlète et deux, quelle est la demande en fait. Pourquoi il vient voir un préparateur mental. D'accord. Alors ça c'est super intéressant. Et si on garde le côté process et tâches justement que tu mentionnais. Là, je trouve que c'est la partie où on est dans le dur, parce qu'on n'a pas spécialement la récompense à la clé. On est vraiment sur un travail de fond. Et donc vient la question de la motivation qui peut s'effriter. Et je sais que toi, tu avais dit quelque chose qui m'avait marqué, c'était la motivation, c'est ce qui te fait avancer quand tu n'as plus envie. Et ce qui est très étonnant avec la définition qu'on a normalement de la motivation. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu penses derrière ce concept, ce que tu as en tête derrière ce concept? En fait, je suis intimement convaincu qu'il y a un lien direct entre l'objectif que je me fixe et le fait d'être motivé. On n'est pas motivé naturellement. Il n'y a pas des gens qui naissent motivés et des gens qui vont naître pas motivés. Non, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Quand on creuse un petit peu dans la motivation, on va faire le distinguo entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Allez, si on devait l'imager un peu différemment, c'est un peu entre je veux le faire et je dois le faire. Et c'est bien les deux qui vont nous permettre d'arriver à un niveau de motivation intéressant. Mais le travail préalable, c'est vraiment d'être capable de pointer l'objectif. Je donne souvent l'exemple de basketteurs ou basketteuses avec qui on travaille quand ils arrivent en fin de saison, fin avril, début mai, en fonction des playoffs. Ils vont se retrouver avec une coupure, sauf s'ils font la saison de 3-3, mais autrement, ils vont se retrouver avec une coupure de 3 ou 4 mois. À ce moment-là, précisément, il m'arrive régulièrement, tous les ans, depuis 11 ans, d'avoir des athlètes qui m'envoient un petit message via Insta, via WhatsApp, en disant « Greg, est-ce qu'on peut se faire une séance ? J'ai un peu de mal à me motiver. » Et quelqu'un qui me dit « J'ai un peu de mal à me motiver », assez rapidement, ma question, ça va être c'est quoi ton objectif, en fait ? Et c'est vrai que quand on est en coupure de saison, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus abstrait de se fixer des objectifs. Et du coup, c'est vrai que ça déclenche pas quelque chose de facile en termes de motivation.
Et il peut y avoir effectivement à ce moment-là un manque. Donc, alors que si au préalable on est bien clair dans nos objectifs, on a bien fixé notre chemin de bataille sur les 4 mois de coupure, bah, je fais l'hypothèse que là on reste un petit peu plus motivé et que même si on n'a pas envie d'aller, parce qu'on sait pourquoi on y va, c'est là où je parle de sens dans l'approche. C'est pas je vais m'entraîner pour m'entraîner, il y a une vraie démarche intellectuelle au préalable et qui donne du sens finalement aux actions que je vais mettre en place en fait. Alors, je fais une parenthèse non sportive. Je sais que ce côté-là, on me l'a répété beaucoup dans mon ancien boulot, de cette notion de quête de sens. Où effectivement c'était de se dire le boulot c'est pas facile tous les jours, il y a des jours où il y a de la pression, il y a pas mal de choses, on a des objectifs, des deadlines, etc. Et en fait c'est de se dire pourquoi est-ce que je me lève le matin, et de trouver un objectif plus grand par rapport à pourquoi je suis dans cette boîte, est-ce qu'elle me donne envie parce que mes valeurs on a les mêmes valeurs, est-ce qu'elle me donne envie parce que je suis dans une boîte qui à une motivation qui est plus grande et je crois en cette motivation, etc. Mais c'est pas juste je fais mon travail, c'est plus je trouve quelque chose en plus qui me donne envie de me lever le matin et qui fait en sorte que je vais tenir quand j'aurai la pression, j'aurai des deadlines, etc. et que je garde cette motivation un peu intrinsèque. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Bon, on est visible par le monde du sport depuis maintenant un certain nombre d'années, mais on travaille dans le monde artistique, on travaille avec des chanteurs, on travaille avec des musiciens, on travaille avec des danseurs, et puis on a des entrepreneurs, on a des dirigeants, et cette quête de sens, elle est présente systématiquement en fait. C'est pour ça que les outils de la préparation mentale aujourd'hui sont d'ailleurs beaucoup demandés aussi dans le monde de l'entreprise, parce que ça fait écho, parce que quand on est en plus un peu passionné par le sport, c'est plutôt sympa de regarder quel type d'outils on peut utiliser avec un sportif et comment on peut les imaginer dans le monde de l'entreprise. Mais pour avoir fait 22 ans d'entreprise avant de créer le cabinet, très clairement, je trouve qu'il y a une vraie similitude et la frontière est parfois très très proche en fait. La quête de sens sur la motivation, c'est qu'on soit en se levant le matin pour le monde de l'entreprise ou alors en allant à l'entraînement. L'idée c'est qu'on va pas s'entraîner en se disant je vais m'entraîner parce qu'il faut m'entraîner quoi. C'est vraiment ça et je pense que ça il y a de plus en plus d'athlètes qui l'ont intégré, de plus en plus d'entraîneurs aussi aujourd'hui où les entraîneurs sont aussi demandeurs par rapport à ça, ce qui est quand même changeant par rapport à avant et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que effectivement ce travail mental il peut aussi aider dans la performance et dans l'optimisation de la performance. Je pense que, alors pour rebondir sur ce que tu dis, l'aspect intégration du mental dans la routine sportive commence de plus en plus à être intégré, ce qui n'était pas spécialement le cas avant. Et je sais que j'avais eu en podcast une ancienne gymnaste olympique et elle m'avait dit en fait quand j'ai commencé c'était tabou de dire je me sens pas bien ou je suis un peu à plat. C'était elle m'avait dit, si je disais que j'avais besoin de voir un psy, par exemple, on me disait, c'est tabou, si tu as besoin de voir un psy, c'est que tu n'es pas forte et que tu vas pas réussir. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté de, maintenant, on commence à intégrer le fait que le mental est aussi important que la préparation physique, et ça change beaucoup la donne. Oui, je pense qu'il y a aussi une histoire générationnelle. Les entraîneurs sont pas de la même génération que moi, par exemple, ou en tout cas des générations précédentes. Et aujourd'hui, je sais que dans certains sports, j'ai des jeunes entraîneurs qui me sollicitent, qui ont une trentaine d'années et qui me sollicitent pour pouvoir faire de l'accompagnement de leurs athlètes, qu'on se parle de natation, de golf ou de judo. La démarche, elle est vraiment, aujourd'hui, elle est beaucoup plus naturelle qu'elle l'était. On a observé, nous aussi, une vraie différence entre avant les Jeux de 2024 et après les Jeux de 2024, où beaucoup d'athlètes ont pris la parole sur ce sujet. Et où du coup, le message est peut-être un peu plus passé, alors qu'avant, je pense qu'avant il y en avait, mais c'était beaucoup plus discret et on le mettait pas forcément en avant. Voilà. D'accord. Alors,
Est-ce que tu penses, typiquement, si on garde le côté un peu mental, parfois on voit des athlètes qui vont s'entraîner dans les pires conditions, pas spécialement des athlètes de haut niveau, où on sort dans la rue un jour où il pleut, on voit qu'il y a des runners, ils sont là, ils sont présents, peu importe les conditions météo, ils sont dehors. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à travailler sous la pression, sous les conditions qui sont pas adéquates, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler si, par exemple, tu reçois quelqu'un qui n'a pas du tout ce goût de l'effort dans les mauvaises conditions? Est-ce que tu arrives à l'amener à un process où ça devient tolérable pour lui? Alors, c'est une bonne question. On est tous différents. Donc déjà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, face à la même situation, et certaines recettes qui fonctionnent avec des personnes fonctionnent pas forcément avec d'autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on est le plaisir, c'est pour moi le point central de la performance. Ouais. La performance, elle s'alimente de plaisir. Et donc, cette relation à l'effort, elle peut exister si tant est qu'à un moment donné, il y ait quand même un retour de plaisir. Oui. Alors, on peut l'imager, on peut parler de plein de choses autour de ce plaisir, mais c'est déterminant. Pour moi, c'est vraiment l'essence du moteur de la performance, de trouver des moments où l'athlète va évidemment être dans des situations de plaisir. On ne peut pas... Il y en a qui le font, hein, c'est difficile de performer que sous contrainte et sans plaisir. Ce dont je suis convaincu, c'est que durablement, ça marche pas, en fait. C'est-à-dire qu'on peut performer peut-être... parfois sans trop prendre du plaisir, ouais. mais ce qui est sûr, c'est que durablement, ça tient pas dans le temps. Donc voilà. Et alors pour les aider de se mettre à l'effort, à nouveau, c'est un vrai travail qu'on peut réaliser sur la partie objectif, c'est-à-dire pourquoi même quand il pleut, c'est important d'aller faire sa séance. Et c'est quoi l'enjeu en fait? Il y a quoi derrière? Et l'enjeu, c'est une chose, mais la prise de plaisir sur l'instant présent, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que la performance, elle se réalise aussi dans le présent. Donc, c'est aussi important qu'il soit capable de lâcher prise et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le présent, en fait. D'accord, très bien. Je sais qu'il y a un concept dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le concept de visualisation. Et justement, on voit qu'il y a certaines études qui vont dire que le cerveau va activer certaines zones proches de l'action réelle quand on va visualiser le mouvement. Est-ce que ça marche vraiment déjà? C'est ma première question. Pour moi, oui. D'accord. Pour les autres, j'ai envie de le croire. Oui, la visualisation, c'est une question qui revient assez souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec des athlètes ou des entraîneurs. Moi, je dis toujours la visualisation, il y a trois gros pavés dans le schéma. Le premier pavé, c'est effectivement l'histoire de la relation à la blessure et notamment le fait que le cerveau peut envoyer des messages et activer musculairement à condition d'ouvrir nos sens et d'être vraiment de réussir à se projeter en fait dans ce moment et c'est vraiment quelque chose qui est utilisé quand les athlètes sont dans des schémas de blessure. Le deuxième travail qu'on fait en visualisation, un travail que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps par exemple sur le départ d'une course, on sait que l'inconnu peut développer du stress en fait. Et du coup, c'est aussi une façon d'appréhender un certain nombre de choses dans l'environnement avant la course et de se voir sur la ligne de départ, de se voir dans ses routines préalables, de se voir, j'en sais rien moi, passer, si on reprend l'exemple du marathon, passer la ligne, passer le 5e, passer le 10e, etc., etc. Donc ça peut aider aussi sur cette partie-là. Et le troisième pavé pour moi de la visualisation, c'est que ça peut nous aider à vraiment nous mettre dans un mood positif en fait, nous voir dans une situation de réussite. C'est-à-dire nous voir réussir, nous voir monter sur un podium, nous voir réaliser le geste parfait, nous voir gagner. Parfois, on rencontre des athlètes qui ont une relation un peu particulière avec la gagne. Certains ont peur de gagner. Enfin, il y a des choses qui peuvent être pas simple à gérer, même quand on est sur une démarche positive. Et voilà. Pour moi, la visualisation, c'est vraiment sur ces trois axes en fait, sur lesquels on peut travailler en fait. Mais j'ai envie de dire que oui, je pense que ça marche vraiment. Ok.
comment concrètement on l'utilise? C'est-à-dire on se voit sur le podium ou est-ce qu'il y a une méthodologie pour faire en sorte que ça marche? Oui, alors il y a une méthodologie qui serait, on aurait peu de temps pour la développer complètement, mais oui, il y a vraiment une méthodologie. D'abord en se mettant dans le bon état et en étant disponible dans le présent, là pour le coup, en étant capable de lâcher prise et en étant aussi capable, je parlais des sens tout à l'heure, de se projeter et d'ouvrir complètement ce qu'on va voir, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va sentir au sens, etc., etc. Ça, c'est vraiment important pour se mettre dans le bon mood. Et après, évidemment, c'est un exercice c'est un exercice qui se développe avec le temps. Et il y a des gens qui vont assez facilement être capables de se projeter. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus délicat. Ouais. Et c'est encore une fois pour ça que je dis toujours, il faut personnaliser et que le préparateur mental, il n'a pas de baguette magique et que ça va vraiment dépendre de la personne et de sa réaction pour savoir si effectivement c'est le bon outil pour pouvoir travailler les difficultés rencontrées, quoi. D'accord. Malgré tout ça, il y a quand même des athlètes qui peuvent craquer le jour J. Est-ce que, alors qu'ils sont, on va dire, prêts physiquement, qu'est-ce qui peut générer ça? Est-ce qu'il y a une façon de l'éviter ou de minimiser les risques que ça se produise? Alors, ce qui peut mettre un athlète dans une situation compliquée, je parlais du présent, c'est déjà de ne pas être dans l'instant présent, c'est-à-dire de se projeter sur le résultat alors que la course n'a pas encore démarré. Il y a l'enjeu. Ouais. L'enjeu qui, pour certains athlètes, est important. Important dans les choix de vie qui dépendent de... Il y a des disciplines... Moi, j'accompagne un certain nombre d'athlètes dans des disciplines où ce sont des disciplines olympiques. Donc, faire les Jeux ou pas faire les Jeux, c'est pas pareil qu'un footballeur qui est pas obligé de passer par les Jeux olympiques pour être visible et pour en vivre, surtout, vivre de son sport. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Après ce qui est sûr, c'est que l'athlète, dans son approche, va être, il va y avoir le jeu du regard des autres. Je réfléchis en même temps, qui peut être dans le regard des autres. C'est quid du sélectionneur, quid de l'entraîneur, quid de mon premier cercle familial, comment ils vont réagir. Parfois, on voit des choses qui sont pas forcément optimales pour mettre l'athlète dans les meilleures dispositions. Ça peut être un sponsor, le quid de mon sponsor. Tout à l'heure, je parlais de basket. J'ai déjà entendu chez des athlètes, des basketteurs, mais quand mon agent est dans la salle, c'est pas pareil, etc., etc. Parce que, alors même si l'agent est censé faire partie du staff, c'est ce que j'essaie toujours de reposer, mais l'agent, il a aussi un avis sur la prestation qui est réalisée. Il a plusieurs joueurs, donc voilà. Donc ces choses-là peuvent modifier. Et puis après, il peut y avoir aussi le fait de pas réussir à se mettre dedans le jour J, c'est-à-dire de se laisser peut-être envahir par les émotions et puis peut-être de perdre un peu en lucidité et de pas être capable de mettre en place sa stratégie qu'on a imaginée au préalable, sachant que la seule chose que l'athlète va maîtriser, c'est ce qu'il fait lui, en fait. Ouais, exactement. Et donc, pour garder le contrôle, il peut garder le contrôle, mais il peut garder le contrôle de ce qu'il fait lui. Ouais. Et ça, dans certains sports, quand en tennis, pendant des années et des années, les super joueurs de tennis voyaient Nadal dans le quart de finale ou dans le demi-finale, dans le tableau de la demi-finale. On savait que c'était pas les meilleures conditions pour pouvoir gagner un grand chelem, quoi. C'était évident. Oui, mais je pense que c'est très intéressant et ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le côté on ne peut maîtriser que ce qu'on fait soi-même. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est assez crucial dans la gestion du mental. Je le transpose que ce soit pour le sport, mais on parlait du lien avec l'entreprise ou de l'art, enfin peu importe. Le fait est qu'il y a plein de contraintes qu'on peut avoir autour de nous.
qui font que on va commencer à se focaliser sur une contrainte et en fait, ce qu'on est capable de faire va complètement nous échapper parce que on se focalise sur toutes les mauvaises conditions qui sont en train de nous arriver. Et ça, pour moi, c'est effectivement un moyen assez facile de craquer, c'est d'arrêter de penser à soi et de regarder tout ce qui va pas et qu'on ne maîtrise pas. Et donc forcément, plus on pense à ce qu'on maîtrise pas, plus on creuse. Et ça, justement, il y a un vrai besoin d'apprendre à se remettre au centre. Oui, quand on a des athlètes qui viennent nous voir, en général, ils viennent nous voir parce qu'ils ont une problématique et donc ils sont assez facilement, ils arrivent à verbaliser ce qui va pas. J'aime bien commencer toujours par ce qui fonctionne en fait, parce que à partir d'un certain niveau, il y a obligatoirement des choses qui fonctionnent bien quand ils viennent, et c'est pareil en entreprise, à partir d'un certain niveau de responsabilité ou de périmètre de jeu. Mais pour autant, on est habitué à d'abord pointer ce qui va pas marcher. Et ensuite, on va seulement évoquer ce qui marche. Et on travaille avec, on fait un petit carnet de préparation mentale qu'on préconise aux athlètes. Alors c'est fait sur iPhone, où ils viennent s'auto-évaluer sur 4 sujets. Et au début que j'ai mis en place ce petit carnet, on venait systématiquement me dire ce qui n'avait pas fonctionné dans la semaine. Ouais. Alors, j'ai laissé les évaluations, j'y ai pas touché, mais j'ai juste rajouté une phrase, c'est quelle est ta réussite cette semaine, ou quelle est ta réussite sur cet entraînement, ou quelle est ta réussite sur cette compétition. Et comme par hasard, en posant la question, ils arrivent finalement à pointer ce qui fonctionne. Mais on a tellement été habitués dans le fonctionnement au quotidien à pointer ce qui marche pas, que la première chose qui va nous venir, c'est d'abord de parler de ce qui déconne plutôt que de mes forces sur lesquelles je vais pouvoir construire la suite de mon développement, quoi, globalement. Non, effectivement, ça c'est très humain. Je pense qu'on le fait tous tout de suite à ramener le négatif avant de voir le positif. Alors, je trouve que les anglo-saxons ont cette capacité à pointer peut-être un peu plus le positif que nous, et ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que c'est une vraie piste de progression qu'on peut avoir au quotidien, pointer ce qui fonctionne, quoi. Non, complètement. Alors pour ramener ça un peu à monsieur et madame tout le monde, parce que bien sûr on n'a pas que des athlètes de haut niveau, est-ce que justement ces outils de préparation mentale, ça peut s'appliquer dans des gestes du quotidien de personnes qui ne font pas nécessairement du sport à haut niveau et qui n'ont pas spécialement des enjeux très élevés, mais qui cherchent juste à atteindre des mini-objectifs qu'ils ont eux-mêmes, qui se sont eux-mêmes fixés? Oui, par définition, c'est le développement des habiletés mentales. Et nos habiletés mentales, qu'on soit à la maison, dans une entreprise ou sur un terrain de sport, on a les mêmes habiletés mentales. Après, tout l'enjeu est de voir comment on a besoin de les développer pour pouvoir performer mieux. Quand on parle d'habileté mentale, on se parle de sujets comme la gestion des émotions, la gestion du stress, mais on peut se parler de concentration, on peut se parler de confiance en soi, on se parle de motivation, on se parle d'objectifs, on se parle de routine de perf, on se parle de difficultés de communication, qui est un des sujets dans les sports collectifs qu'on voit assez souvent, alors dans la relation avec le premier cercle familial, avec le coach par exemple, et en ça je pense qu'effectivement le travail, en tout cas ces outils nous permettent, et ces techniques nous permettent de pouvoir appréhender beaucoup mieux notre quotidien. On n'a pas besoin d'être champion olympique ou de jouer la Coupe du Monde pour pouvoir travailler le sujet de la confiance ou le sujet de la relaxation par exemple. D'accord, oui, effectivement, la relaxation, c'est vrai que c'est accessible. Parlons de sédentarité, parce que c'est un des points, justement, si on reparle justement de monsieur et madame tout le monde, c'est un vrai enjeu aujourd'hui au sein de la société. On est sur des chiffres qui disent que 95% des adultes en France sont exposés à des risques justement de détérioration de la santé à cause d'un manque d'activité physique ou un excès de sédentarité. Est-ce que tu penses
que la sédentarité a un effet mental aussi? Est-ce qu'on peut être mentalement sédentaire et justement avoir ce côté de c'est parce que mon cerveau me pousse à rester dans la zone de confort et que je suis bien à rester sur mon canapé que finalement je bouge pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler mentalement? Alors, le sujet de la zone de confort, c'est un sujet qu'on va travailler et dans le monde de l'entreprise et dans le monde du sport. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans cette fameuse zone de confort, c'est là où on va avoir nos habitudes, c'est là où on va se sentir en sécurité, c'est là où on va plutôt être en maîtrise de ce qu'on réalise. Ouais. Et donc, je trouve qu'on a un peu, je le dis assez souvent dans les interviews ou dans les podcasts, mais on a un peu galvaudé le terme zone de confort, parce que quand on dit à quelqu'un, toi tu restes dans ta zone de confort, ça a une connotation négative, alors que finalement, reprocher à quelqu'un de se sentir bien à un endroit où il a ses habitudes, où il se sent en sécurité, c'est pas complètement illogique que la personne continue à aller reste là. Après, ce qui est sûr, c'est que si on veut continuer à se développer et à développer d'autres compétences, il faut être capable d'aller dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Et dans cette zone d'apprentissage, c'est là où on va pouvoir voir quel est notre potentiel, voir notre talent, voir un certain nombre de choses, de développer de nouvelles compétences. Pour arriver à cette zone d'apprentissage, il faut être capable de passer par une zone qui s'appelle la zone de peur, en fait. Ouais. Et cette zone de peur, c'est là où on va avoir le regard des autres. Elle va venir en opposition totale avec la zone de confort. On maîtrise pas ce qu'on va faire, on sait pas comment faire les choses, et du coup on est dans des situations pas top. On peut même pousser le bouchon, ou parfois on est capable d'instaurer des stratégies d'évitement, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à s'auto-convaincre de ne pas faire, qu'il faut pas faire parce que c'est pas notre Je trouve que en ça, l'exemple de la course à pied par rapport à la sédentarité ou de la marche, ne serait-ce que la marche, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui a pas fait de sport pendant des années et des années et qui du jour au lendemain est parti la fleur au fusil en se préparant sur un objectif. Bien souvent, c'est l'objectif qui a été déclencheur, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est un outil, l'objectif, en fait. C'est lui qui est déclencheur de dire... J'ai il y a pas très longtemps eu l'occasion d'accompagner quelqu'un qui faisait son premier marathon, un marathon aux États-Unis, alors qu'il n'avait jamais couru plus d'un semi-marathon, et encore une fois dans sa vie. La motivation et comment je vais dire ça, la fréquence et le plaisir que la personne prenait à se préparer, c'est vraiment ça qui l'a aidé à sortir du gué finalement peut-être de sa zone de confort, initialement parlant, qui était peut-être d'être un peu plus sédentaire. En tout cas, le mode de vie, c'est clair qu'il était plus sédentaire que... Ouais. En préparation mentale, pour revenir sur la partie sédentarité, il y a le côté physique des choses, mais il y a aussi le côté mental, où on va pas aller forcément essayer de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On parle beaucoup d'activité ressources, en fait. Et chez les athlètes, dans l'activité ressources, il y a aussi beaucoup, et également en coaching, on l'évoque assez souvent, cette capacité à aller se connecter avec la nature, à aller sortir de notre zone pas forcément de confort, mais en tout cas habituel, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, et ce qui permet aussi de déconnecter un peu le cerveau, en fait. Plutôt que tourner en boucle sur un sujet du lundi au dimanche, ce qui est parfois le cas de certains athlètes, et ce qui est parfois le cas aussi de certains entrepreneurs, c'est aussi d'accepter de temps en temps de poser le cerveau et à un moment donné de s'intéresser à autre chose, et en tout cas de ne plus focaliser que sur les sujets du quotidien, en fait. D'accord. Comment tu qualifies une activité ressource ? C'est forcément une activité de connexion avec la nature, ou ça peut être... Est-ce que c'est une activité qui doit être physique ? Enfin, comment est-ce que tu qualifies cette activité ressource ? Alors, j'ai plein d'exemples, puisque c'est quelque chose vraiment que j'invite les personnes que j'accompagne à explorer. J'ai plein d'exemples. J'ai quelqu'un qui m'a dit il y a pas très longtemps, moi c'est la cuisine, quand je me mets à prendre une recette, je sais pas pourquoi à ce moment-là précisément, je pense plus au boulot, et voilà. J'ai quelqu'un d'autre, un sportif qui a cherché pendant pas mal de temps, il se reconnaîtra peut-être, qui m'a dit ça y est, j'ai enfin trouvé, je fais de l'escalade, parce que si je pense à autre chose, je tombe. Donc, oui. Donc on a chacun notre chemin par rapport. Et j'ai quelqu'un d'autre, un manager
d'une entreprise que j'accompagne qui, lui, a énormément de difficultés à couper avec les mails et donc avec son téléphone, qui me dit, j'ai trouvé la solution, maintenant, je vais au ciné. Parce qu'au ciné, pendant 2 heures, je sais que je vais pas toucher à mon téléphone. Okay. Et alors que si je regarde un film chez moi dans le canapé, je vais avoir le téléphone à côté et je vais déconnecter 15 fois ou 20 fois pendant le film, en fait. Donc voilà quelques exemples de situations qui peuvent nous aider en tout cas, à basculer sur un autre sujet, en fait. D'accord. Je sais que, alors pour revenir au sujet de la sédentarité, je sais qu'en France, typiquement, la sédentarité, elle va pas uniquement concerner le manque d'activité physique. Pour moi, elle est aussi liée à toute la partie isolement. Et c'est vrai que, par exemple, en France, il y a le télétravail qui s'est un peu démocratisé. Et il y a 71% des collaborateurs qui sont en full remote, qui disent justement qu'ils se sentent complètement déconnectés de l'entreprise, qui se sentent déconnectés de leur équipe, et donc qui s'aperçoivent que la sédentarité, c'est pas spécialement un problème de corps, c'est aussi un problème de lien social. Ça, typiquement, c'est, pour rebondir sur le côté un peu dynamique collective, etc., est-ce que tu penses que quand on est seul, c'est plus difficile de se motiver à faire quelque chose, à bouger, à atteindre un objectif, et donc il y a une nécessité de s'entourer pour pouvoir réussir? Alors, le fait d'être seul, une partie de l'aspect relationnel, de la communication, etc., même si il y a beaucoup d'entreprises, nous, on a été sollicité à plusieurs reprises pour créer des formations en management sur ce qu'on appelle le management hybride, c'est-à-dire comment je fais pour manager un collaborateur ou des collaborateurs que je vais voir 1 ou 2 fois dans la semaine maximum. Après, je suis un peu à titre perso, j'ai plutôt envie de répondre oui. Moi, je pense que l'émulation collective, elle est intéressante à aller chercher. Je mettrais juste un bémol avec l'intergénérationnel et parce que dans les nouvelles générations, pour accompagner depuis 2013 des étudiants en master en management à l'IAE de Lille, ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils sont capables de créer du lien en étant en réseau, en fait. Et que ils peuvent se retrouver seuls dans une chambre. Notre vision, ça va être de dire mais t'en as pas marre de jouer seul avec tes manettes? Et la réponse, bien souvent, elle est mais on n'est pas seul là, papa, on joue à 7, quoi. Et donc j'ai envie de dire qu'il va y avoir aussi un sujet intergénérationnel sur ce point-là. Parce qu'ils sont capables en étant et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui font du full télétravail, parce qu'ils arrivent quand même à alimenter. Ce qui est sûr, c'est que moi je pense à ce fameux adage de 1 + 1 = 3 en management, c'est-à-dire que quand on suscite l'échange et qu'on met vraiment 2 personnes sur un sujet de réflexion, on va amener une 3e voie possible qui est finalement l'échange et le travail collectif que les deux auront eu à travailler sur le sujet, en fait. Oui, effectivement. Si quelqu'un, alors si on parle plus de la partie vraiment sportive, quelqu'un qui veut se remettre au sport, après une longue période, disons par exemple, il s'est blessé, enfin, il y a eu quelques mois qui se sont écoulés, et justement, cette reprise, elle est difficile parce que forcément, je me suis blessée, j'ai pas fait de sport pendant, j'en sais rien, 8 mois. J'arrête pas de remettre à demain le fait de m'y remettre. C'est quoi le premier mental que tu peux activer pour ce type de situation? Pour dire, il faut y aller, il faut se remettre. Alors, je vais me répéter, mais pour moi, c'est vraiment cette capacité à se fixer un objectif à court terme. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand on travaille sur une ligne olympique, j'ai eu un athlète qui est venu après les Jeux en me disant Greg, 2028, c'est vraiment mon objectif, je veux faire, etc. On pose, et j'ai posé avec lui une ligne que je qualifierais olympique, c'est-à-dire sur 4 ans, et on est venu repositionner donc pour faire les Jeux Olympiques en 2028. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme résultat début 2028? Il faut que je participe au championnat du monde, voire être médaillé. Ok. En 2020,
7, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et on est revenu jusqu'à 2024 en fait, parce que je ne crois pas moi à cette motivation où tu te lèves le matin et tu te dis, tu penses au 27 ou 28 juillet 2028 et où tu te motives. Il faut vraiment sur la partie tout à l'heure j'ai un peu exploré la partie objectif d'un point de vue technique. Sur la partie temporelle, pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, la première réponse à cette question, pour moi, c'est d'être capable de peut-être se fixer un objectif à long terme. Je veux être capable de courir 10 km, par exemple, si on reprend cet exemple-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ton objectif sur la première semaine, en fait ? Est-ce que c'est un objectif de fréquence ? Est-ce que c'est un objectif où tu vas mettre du temps, une relation au temps, enfin à la performance ? Est-ce que c'est juste une volonté de te remettre en activité, etc. C'est déterminant parce que c'est ça qui va permettre d'accrocher en termes de motivation la personne dans son objectif, en fait. D'accord. J'aime bien cette approche parce qu'en fait, on voit que l'objectif n'est pas spécialement quelque chose de... comment dire ? Une récompense, quelque chose d'atteignable où on se dit je veux courir, enfin je veux être aux Jeux Olympiques. Ça peut être dans des petites actions. En fait, on n'est pas obligé de se dire l'objectif doit être lié à une récompense parce que c'est vrai que c'est moi la première. Quand tu me parlais d'objectifs au début, je voyais que la carotte qu'on se met pour se dire ah ben oui, il faut que j'atteigne les Jeux Olympiques ou il faut que je finisse un marathon. Et donc je voyais forcément le gros truc qui forcément est tellement grand qu'on se motive, etc. Mais j'arrivais moins à me dire mais moi, monsieur tout le monde qui est pas spécialement l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques ou de courir un marathon, etc. Comment est-ce que j'arrive à reprendre du sens et du plaisir, comme tu le mentionnais, et à trouver une motivation si j'ai pas un gros objectif spécialement à atteindre ? Oui, c'est pour ça qu'il faut aller et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'actions concrètes. Une fois qu'on a fait le travail temporel, c'est quoi l'objectif de la saison, puis c'est quoi l'objectif du quadrimestre, puis et pousser à l'extrême. J'aime bien dire ça à certains athlètes que j'accompagne de l'INSEP qui viennent en séance entre l'entraînement du matin et l'entraînement de l'après-midi. Et souvent, je leur dis alors, c'est quoi ton objectif de séance cet après-midi ? Et bien souvent, au début, la réponse, c'est j'en sais rien, c'est pas moi qui fais l'entraînement, c'est le coach, on fera ce que le coach demande, etc., etc. Mais on peut très bien faire ce que le coach demande et pour autant, titre perso, avoir quelque chose de spécifique qu'on va vouloir bosser pendant ces 2 heures d'entraînement sur l'après-midi. Ça, c'est quelque chose qui permet de donner du sens, mais surtout qui personnalise aussi l'approche et puis qui quelque part déclenche un peu plus de motivation parce que là, pour le coup, il y a une motivation perso dans l'approche. C'est pas je vais à l'entraînement comme si j'allais à l'usine et où globalement je me cale derrière ma machine qui pourrait être l'entraîneur et j'enchaîne un certain nombre de répétitions de mouvements. Ça peut aussi se faire différemment en fait. D'accord. Ok. Alors, même quand on a justement cet objectif qui est bien identifié, etc., il y a certains athlètes qui vont aussi développer, alors qu'ils sont très bons, très doués dans leur domaine, aussi développer un syndrome de l'imposteur, alors qu'on se dirait il n'y a pas de raison vu le niveau auquel ils sont. Il y a des gens qui se sentent pas légitimes. Est-ce que tu sais comment est-ce que ça s'explique ? Est-ce qu'on peut prévenir de ça ? Enfin, quel travail on peut faire là-dessus pour prévenir que quelqu'un qui est qu'on voit bon justement ressente quand même ce côté syndrome de l'imposteur ? Y a le travail, c'est certainement une approche avec un travail sur l'estime de soi pour commencer. Quel regard je porte sur moi, mais quel regard je porte aussi sur ma performance. Il peut y avoir aussi, il nous arrive d'avoir un travail sur les différentes identités. Il y a l'identité de l'athlète, il y a l'identité de l'étudiant, il y a l'identité de la personne en tant qu'ami, il y a l'identité de la personne en tant que grand frère ou petite sœur, etc. Il peut y avoir aussi ce travail-là. Et puis après, ce qu'il faut surtout, c'est creuser et comprendre. En fait, là, il y a une vraie verbalisation à avoir de la part de la personne qu'on accompagne. D'ailleurs, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on va voir dans le monde du sport, mais que je rencontre aussi parfois dans le monde de l'entreprise. J'ai eu il y a pas très longtemps quelqu'un qui prenait un poste à responsabilité
et qui n'avait jamais imaginé qu'un jour on lui proposerait ce poste-là. Et qui, du coup, évidemment, a dit oui, parce que dans ce genre de situation, on dit pas non, mais qui, seul, se posait quand même la question de se dire qu'est-ce que je fous là et comment j'y suis arrivé, et donc voilà. D'accord. Et toi, d'un point de vue personnel, c'est quand la dernière fois que tu t'es pas senti à la hauteur ? Alors je sais pas si c'est la dernière fois, mais en tout cas moi il y a une fois, je m'en souviens bien. Donc comme tu as compris, je suis passionné par la course à pied. J'ai couru un 100 km quand j'avais 18 ans. Bref, j'ai beaucoup baigné après le judo dans le running. Et quand je me suis inscrit à mon premier marathon du Mont Blanc, je sortais un peu de ma zone de confort. Je crois que j'avais fait 15 marathons à ce moment-là. Donc, je dis souvent ça en plaisantant, mais les plans d'entraînement, j'en ai évidemment besoin, mais je les bidouille moi-même parce que ça fait X années et en vieillissant, il y a des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent pas, etc. Là, c'était un peu différent parce que la particularité du marathon du Mont Blanc, c'est que il y a 2800 mètres de dénivelé positif et 1700 mètres de dénivelé négatif. Et en fait, la relation à l'effort, donc sur 8 heures de course déjà, enfin en tout cas t'es classé si tu fais moins de 9 heures, la relation à l'effort n'est pas la même bien évidemment que quand tu cours un marathon en 3 heures, et puis la préparation, tu dois la modifier, c'est-à-dire que là pour le coup tu sors de ta zone de confort, quoi. Alors heureusement, on a quelques endroits sympas en Île-de-France, notamment les bosses à Fontainebleau qui permettent de faire un peu de côte. Mais c'est, oui, à ce moment-là, je me suis d'abord inscrit. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, comment ça va se passer ? Ce que je me dis, honnêtement, pas trop souvent quand je cours un marathon, parce que pour le coup, je connais aussi mon mode de fonctionnement et ma zone de confort sur marathon. Et voilà, je sais prendre le départ et arriver en étant serein. Cette fois-là, j'avoue que je me suis vraiment posé la question. Et ça n'a pas été simple. Mais ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est certainement ce moment-là. Très bien. Est-ce que tu as une habitude mentale que tu conseilles à tout le monde, athlète ou pas, un petit rituel à... Moi, j'essaie de m'endormir avec quelques exercices de respiration depuis des années. Et mon rituel, ça va être le body scan, en fait. C'est-à-dire que quand je me couche, je vais essayer de faire un scan entre le haut de ma tête et mes orteils et d'essayer de pointer tous les points de tension qu'il peut y avoir. En respirant et en essayant de synchroniser ma respiration avec mon rythme cardiaque, et ce qui permet de m'endormir vraiment détendu. Oui. C'est certainement ça la technique que j'utilise le plus. Ok. Est-ce qu'il y a un mythe sur la préparation mentale que tu voudrais absolument déconstruire Je ne sais pas si on peut dire un mythe, mais c'est vrai qu'on entend souvent et on a des demandes parfois qu'on n'accepte pas d'ailleurs dans l'approche, mais des personnes qui pensent que le préparateur mental il a une baguette magique et qui et parce que tu vas passer 1 heure avec un gamin qui est hyper stressé dans le cadre du foot parce que il faut à tout prix qu'il rentre en centre de formation, et qu'après 1 heure on fait 3 croix et puis c'est terminé. Ouais, ça c'est un mythe. Enfin, le travail mental, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça c'est sûr. Moi je suis convaincu par évidemment l'apport du mental, mais le temps, c'est une question qu'on nous pose souvent. À votre avis, il faudra combien de séances, etc. Ce que je peux dire dès le départ, c'est qu'en général, il faut jamais une séance, mais il en faut plusieurs. Je suis incapable de dire si au bout de 10 ou au bout de 15 ou au bout de 20. On a des athlètes qu'on accompagne depuis... Moi, j'ai des athlètes aujourd'hui que j'accompagne depuis 5-6 ans. Avec qui on a fait des dizaines de séances. Et j'en ai d'autres qui viennent pour un point spécifique, pour préparer un concours, par exemple. Et là, en 4-5 séances, ils vont récupérer les informations et les techniques qu'il leur faut, et ça s'arrête là. Donc
Oui, je pense que l'histoire du coup de baguette magique, voilà, faut pas venir nous voir, on n'a pas de baguette magique pour le coup. Ça, de toute façon, je pense que on ne peut pas occulter le côté préparation mentale, en fait. Exactement. On faut pas s'attendre à se dire, ok, c'est bon, je vais voir un préparateur mental, dans une semaine, je suis au top de ma forme. Il y a toute la partie travail, comme tu dis, qui n'est pas à négliger. Oui, le cerveau est un muscle et il faut l'entraîner, en fait. Ouais. Et alors, on est notamment dans le monde du sport, hein, tout le monde est capable de dire oh là là, si je loupe une séance de muscu, ça va pas le faire. Le mental, c'est pareil, quoi. C'est parce que je vais préparer mon cerveau avec un certain nombre de techniques que quand je vais le solliciter le jour J, il va répondre présent parce qu'il sait exactement finalement ce que j'attends dans la posture parce que je l'ai entraîné préalablement. Ouais. D'accord. Est-ce que tu penses que justement on a cette capacité à devenir fort? Tu parlais de zone de peur typiquement. Est-ce qu'on peut devenir fort sans devoir affronter des moments difficiles et juste pouvoir se dire je fais un travail sur moi-même sans aller me mettre en défaut, par exemple? Est-ce que je peux quand même me renforcer mentalement par rapport à ça, ou je dois absolument confronter une zone de peur pour progresser mentalement? Il y a des gens qui vont être assez facilement à l'aise pour avancer vers leur zone d'apprentissage et qui ne vont pas rencontrer plus de freins que ça qui va les bloquer dans cette démarche d'apprentissage. À nouveau, là, ça dépend vraiment de plein de choses, du profil, de l'environnement, du projet également. Moi, je pense que tout l'intérêt justement de l'échange et du travail sur le mental, c'est de pouvoir précisément identifier quel chemin prendre pour y parvenir. Un peu comme tout à l'heure sur le coup de la baguette magique, c'est peut-être que le deuxième mythe, ce serait l'échec. Et l'échec, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est parce que j'ai un échec que je vais pointer des choses qui ont fonctionné et que je vais pouvoir corriger des choses qui n'ont pas fonctionné, en fait. Et je connais pas ou peu d'athlètes qui n'ont pas rencontré l'échec. Ouais. Et je pense que être fort mentalement, c'est aussi être capable à un moment donné de pointer ce qui a marché. Ouais. Et de venir corriger ce qui fonctionne pas. Et alors là, j'aurais des dizaines et des dizaines d'exemples d'athlètes qui ont rencontré des situations hyper compliquées et qui du jour au lendemain ont performé. Okay. Tout à l'heure, ce que tu disais par rapport au grand public, très souvent on oublie qu'avant de performer, ils sont passés par des situations plus que compliquées et qu'il n'y a pas de règle sur cet aspect performance en fait. Ok, très bien. Alors même si y a pas de baguette magique et que le travail ne se fait pas en quelques heures, si demain tu avais un événement important, quel serait ton petit rituel en plus de les exercices de méditation, de respiration que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu ferais ce soir? Alors, je fais l'hypothèse que potentiellement je pourrais être stressé ou un peu anxieux, surtout parce que on serait plus dans l'anxiété. Donc, j'utiliserai une technique qui s'appelle la respiration carrée. D'accord. Qui est une technique qui permet de se relaxer, qui a pour accès exclusivement sur la respiration nasale, pas par la bouche. Je ferai ça et c'est sûr et certain, j'utiliserai 2 outils que j'utilise assez souvent et que je préconise d'ailleurs dans mes accompagnements. La première chose, c'est un travail de psychologie positive et notamment avec un discours interne positif. D'accord. Je peux le faire, je sais que ça va le faire. Okay. En tout cas, je vais m'envoyer de l'énergie mentale plutôt que j'ai peur, j'ai pas le niveau, ça va être compliqué, etc. Qui serait contre-productif de toute façon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a parlé de visualisation. Moi, dans mon travail de visualisation, j'aime assez l'idée de me projeter dans la réussite et également d'appréhender la ligne de départ, par exemple, pour ne pas être le premier. Voilà, finalement, je déroule. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mes marathons, quel que soit le marathon. Dans ma tête, c'est très réglé, mon 5e kilomètre, ce que je vais rechercher comme objectif sur mon 5e, sur mon 10e, sur mon 15e, sur mon semi, etc. Et dans le discours positif, typiquement sur marathon, je vais d'abord favoriser ce qui a été réalisé et pas me dire oh là là il m'en reste 36 ou là il m'en reste 35 ou il m'en reste 30, etc., etc. Non, là l'idée pour moi c'est vraiment de dire ok là ça y a été échauffé, etc. Donc c'est vraiment d'être capable de pointer par rapport au projet des points positifs qui vont me mettre dans les meilleures dispositions en fait.
D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup Grégory pour cette conversation. Merci à toi. De rien. Ce qui me touche beaucoup dans ce que tu partages, c'est justement que le mental, c'est pas réservé aux champions, c'est pour tout le monde et ça commence justement par des gestes très simples. Donc la respiration, la visualisation, trouver du sens, se faire son objectif. Donc j'espère que cet épisode vous a donné envie de bouger plus et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce en plus pour vous motiver, n'hésitez pas à télécharger Sposy. Et si vous êtes en entreprise et que vous voulez mobiliser vos équipes autour du mouvement, jetez un œil à Sposy for Teams et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très vite.